Les groupes de mastermind, c'est surfait, tu ne trouves pas? Tu as peut-être déjà entendu parler des groupes de mastermind, de l'intelligence collective et tu te demandes mais qu'est-ce que c'est encore ces nouveaux trucs qu'on essaye de nous vendre, de marketing, etc. Moi je t'avoue qu'au début j'ai un peu pensé comme ça aussi. Et je me demandais, peut-être que toi aussi tu te demandes, qu'est-ce que c'est, à quoi ça peut bien te servir dans le développement de ton activité, de ton organisation, de ta carrière. Est-ce que c'est vraiment sûr? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est pas encore un truc qui ne fonctionne pas et puis dans lequel je vais perdre de l'argent et du temps? Moi j'étais comme ça un peu au début quand j'ai entendu parler il y a quelques années de l'intelligence collective et je me suis vraiment intéressée à la question et j'ai étudié sur l'intelligence collective, j'ai participé à des masterminds et j'en ai même créé un pour mes clients. C'est pour te dire que j'ai vraiment progressé par rapport à ce sujet. Et bien du coup je vais te partager dans cet épisode quelques notions sur l'intelligence collective et les questions que tu dois te poser pour choisir ton mastermind. Cœur de leader, c'est pour toi, dirigeant, manager ou entrepreneuse qui veut développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur. Chaque épisode, tu trouveras des analyses, des clés, des interviews qui vont t'aider à développer ton leadership sans perdre ton humanité. Je te remercie de passer ce temps avec moi aujourd'hui. Alors, on va parler d'abord de l'intelligence collective. Aujourd'hui, l'intelligence collective, c'est une notion de plus en plus connue et adoptée. Elle permet de transcender les individus et de leur donner accès à quelque chose de plus grand que leur simple individualité. C'est un peu le lieu commun. En fait, l'intelligence collective, elle émerge de la collaboration et de la communication entre plusieurs individus. Et les méthodes, en fait, elles permettent à des groupes d'individus d'être collectivement intelligents et elles s'appuient sur les principes suivants. Partager des informations et des idées, diriger et dynamiser la croyance et l'action vers un problème ou un objectif spécifique, et s'apporter un soutien mutuel pour créer des solutions innovantes. Et parmi les multiples méthodes qui s'appuient sur ces principes, on peut citer par exemple le forum, le co-développement professionnel ou encore le mastermind. Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective? Il y a beaucoup de définitions sur l'intelligence collective, comme par exemple Hills et Turoff la définissent comme la capacité de décider collectivement et la décision prise devant être au moins aussi bonne et si possible meilleure que si elle était l'œuvre d'un seul membre du groupe. Lévy la définit comme une forme d'intelligence universellement distribuée, constamment en effervescence, coordonnée en temps réel et qui produit une mobilisation efficace des compétences. En fait, l'intelligence collective, elle émerge de la collaboration et de la communication entre plusieurs individus. Et elle va se manifester dans des processus de synergie, de résilience ou d'autres phénomènes comme ceux apparentés à la performance d'équipe. On parle aussi, sûrement que tu as entendu parler, de la sagesse des foules. En fait, dans les systèmes humains, l'intelligence collective, elle est liée à la capacité d'une équipe, d'un groupe, à penser, à agir sur un mode aligné et coordonné. En fait, on pourrait un peu faire le parallèle avec l'hydrogène et l'oxygène qui se combinent pour former une troisième entité qui est l'eau. Et l'intelligence collective, en fait, elle transforme des individus séparés en un groupe cohérent qui crée une équipe dans laquelle le tout est vraiment plus grand que la somme des parties. Dans son analyse sur la psychologie des foules, en fait, Gustave Le Bon a établi que qui que soient les individus composant un groupe psychologique, quel que soit leur mode de vie, leurs occupations, leur caractère, leur intelligence, bref, le seul fait qu'ils forment un groupe, ça va les doter d'un esprit collectif qui peut leur faire ressentir des émotions, penser, agir d'une manière très différente de celle dont on aurait ressenti de manière individuelle. Donc dans une organisation, quel que soit l'esprit de groupe ou d'équipe, en fait, il va concerner un niveau d'expérience qui renvoie au sentiment que chacun fait partie de quelque chose qui est au-delà de lui-même. Et en fait, le ressenti d'esprit de groupe vient de la conscience de ce que Gregory Bateson appelle le schéma qui connecte. Le schéma qui connecte les choses ensemble en un tout plus grand. C'est le cas par exemple des équipes de sport, les troupes de théâtre, les équipes professionnelles, enfin on peut trouver des tas d'applications. Et en fait, c'est un champ relationnel qui va se créer et qu'on va appeler communément esprit de groupe, intelligence de groupe, voire conscience collective. Alors, qu'est-ce qui permet à l'intelligence collective d'émerger? En fait, l'intelligence collective, elle émerge d'un groupe qui va partager une finalité, un fort sens de l'engagement et la perception d'une mission commune au service d'une vision fédératrice au bénéfice de tous. Les conditions pour favoriser l'intelligence collective sont une communication ouverte, un respect et une confiance mutuelle, une curiosité
et un engagement vis-à-vis de quelque chose de plus vaste que soi-même. On revient toujours à ça, hein, quelque chose de plus grand que soi, c'est un leitmotiv que vous allez beaucoup entendre pendant cet épisode. Alors les préalables à la réussite dans une équipe, en fait, l'intelligence collective, pour votre équipe, par exemple, si vous avez une équipe à diriger ou à manager, ou si vous êtes une chef d'entreprise qui avait des collaborateurs, eh bien, pour que votre équipe fonctionne, il faut une vision, il faut une mission pour le groupe, quelle est notre contribution, il faut une ambition, que voulons-nous atteindre, et il faut que chacun ait un rôle bien défini. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une connexion entre les membres, et ça prend du temps. Il faut de la transparence, c'est-à-dire dire la vérité. Il faut de l'intégration, ce qui veut dire qu'il faut être capable d'accepter les imprévus, accepter ce qui est, ce qui se passe. Il faut également de l'intégrité, c'est-à-dire tenir ses engagements, et de l'authenticité, de la présence. Et selon Robert Dilts, l'intelligence collective, elle permet d'atteindre 4 objectifs fondamentaux. Des performances accrues, des décisions plus sages, des nouvelles idées, et des solutions créatives. C'est pas mal, non? On a tous envie d'avoir ça dans nos équipes. Hein. On le voit, par exemple, c'est le cas dans les forums ouverts. Vous savez, le forum ouvert, c'est les journées de travail collectif, on vous invite, et puis vous êtes répartis en sous-groupes, et vous devez produire une création de manière relativement libre, avec quelques petites consignes. Par exemple, ça peut être un Back to the Future, retour vers le futur, etc. Et puis vous avez également les groupes de co-développement professionnel et les masterminds. Alors les groupes de co-développement, ou ce qu'on appelle aussi les ateliers de management, on les voit par exemple dans les processus de formation pour managers. Ça existe également dans certaines structures, mais dans les processus de formation, chaque manager va exposer une problématique, une préoccupation, et il va l'exposer à un collège de pairs pour apprendre ensemble et cultiver une intelligence collective. On va partir toujours de situations réelles et actuelles. Et en fait, c'est une démarche qui va permettre à chaque membre du groupe d'améliorer sa pratique professionnelle et de contribuer à améliorer celle des autres. Donc le mastermind, le groupe de mastermind, qu'est-ce que c'est? En fait, vers 1920, Napoleon Hill, dans sa recherche, dans son livre en fait, qui s'appelle « Le secret des hommes fortunés qui réussissent », il a identifié 15 facteurs clés du succès. Et dans l'un d'entre eux, et notamment c'est un point qu'il a remarqué chez toutes les personnes qui réussissent, ils font appel au collectif pour enrichir leurs idées. Ils font partie d'une communauté et se réunissent régulièrement. Et il a remarqué aussi que quand 2 cerveaux se rencontrent, un troisième invisible, intangible apparaît et il l'a nommé l'esprit maître. En anglais, mastermind. Mais attention, il ne suffit pas de réunir simplement un groupe de personnes dans une pièce pour que la magie opère. Il va y avoir 3 conditions. Avoir une intention ou un but commun, venir avec un état d'esprit positif, travailler en harmonie. Et moi, j'ajouterais avoir un état d'esprit contributif. Ça, c'est ma petite pierre que je vous rajoute. Alors, un élément important également est que les membres doivent être des pairs. Il n'y a jamais dans un groupe de mastermind une seule personne qui détient le savoir. Ils sont tous en égalité, en parité. C'est ce qu'on appelle le processus d'intervision. Au départ d'un groupe, les objectifs qui les relient sont variés. Ça peut être de la recherche, ça peut être de l'innovation, du business, de la finance, de la littérature. Par exemple, dans mon mastermind que j'anime avec 5 entrepreneuses, le but, c'est de garder le cap et la sérénité. On met le focus sur un projet pour 3 mois et on travaille sur son mindset pour garder un état d'esprit positif et motivé, même quand ça ne va pas comme on l'avait prévu. La taille d'un groupe peut varier de 5 à 10 membres pour les groupes de petite taille, alors que d'autres peuvent être beaucoup plus grands. Ça peut être des centaines de membres. Moi, j'ai choisi de former un petit groupe de 6 personnes pour garder une proximité forte avec les membres, être disponible pour répondre à leurs urgences et être vraiment à fond pour les coachings individuels en 1 à 1. Parce que dans mon package, il y a du coaching individuel en 1 à 1. Alors, les questions à te poser pour savoir si le mastermind c'est pour toi et en quoi il peut t'aider. Un groupe de mastermind, qu'est-ce que ça n'est pas déjà? On ne rentre pas dans un groupe de mastermind avec l'intention de développer son réseau. En fait, si tu fais du réseau, tant mieux, c'est bien, mais ça sera un bénéfice secondaire. Ça ne doit pas être ton objectif primaire. Si c'est ton objectif premier, ce n'est pas pour toi le mastermind.
C'est pas non plus une classe, ce n'est pas un groupe de coaching collectif. En fait, il y a plusieurs processus qui sont combinés, c'est ça qui crée la magie de l'intelligence collective, comme du brainstorming, de la formation, du développement personnel, des masterclass, etc. Alors la valeur ajoutée d'un groupe de mastermind, moi j'y ai inclus aussi les retours des membres de mon groupe. Alors tu peux développer ton leadership, atteindre un niveau supérieur dans ton développement. Ça te permet de mettre en résonance tes idées, tes projets d'innovation, acquérir d'autres perspectives, développer ton business, tes compétences managériales, tes capacités d'innovation. Ça te permet de sortir de la solitude entrepreneuriale, managériale, échanger avec des personnes qui vivent et ressentent les mêmes choses que toi. Ça, c'est vraiment un élément important. Travailler en collaboration, évoluer dans un environnement favorable, sécurisant, être stimulé par un groupe, t'engager dans des objectifs de plus en plus ambitieux et accélérer ta réussite. Avoir des nouvelles ressources grâce aux synergies présentes dans le groupe, ça c'est hyper puissant. Solliciter les avis de tes pairs avec de la bienveillance et sans complaisance. Et tu dois également être prêt à être confronté, parce que parfois ça déménage. Et également t'engager à contribuer et à soutenir. Et ça c'est l'un des avantages que les membres citent en premier, car c'est malheureusement un fait que nous évoluons dans un environnement où l'esprit de compétition domine. Bon, alors maintenant, on va parler de la façon dont fonctionne un groupe. Comment choisir ton mastermind? Déjà, il faut t'assurer qu'il y a un cadre et une structure qui soient mis en place. Parce qu'en fait, c'est indispensable pour que, dès le départ, les 3 éléments clés identifiés par Napoléon Hill, harmonie entre les membres, but commun, esprit positif, soient présents. Il faut qu'il y ait une sélection des membres pour vérifier l'intention de venir dans le groupe, l'état d'esprit et l'engagement, mais également pour vérifier que vous êtes dans les mêmes problématiques, dans les mêmes niveaux de développement. Si par exemple ce sont des entrepreneurs, on peut difficilement avoir les mêmes problématiques quand on a un business qui roule bien depuis longtemps que quand avec quelqu'un qui démarre tout juste, on ne sera pas du tout en phase. Donc il faut que ce soit des personnes qui ont les mêmes niveaux de développement. Donc ça c'est important qu'il y ait une sélection à l'entrée. Il faut également, on va dire, une charte de bonne conduite et également que l'engagement soit bien vérifié. L'état d'esprit, l'engagement, l'intention sont quand même des choses qui sont primordiales, qui doivent être contrôlées, qui doivent être validées avant d'entrer dans le groupe. Je porte aussi une attention particulière à la mise en relation entre les membres du groupe. Comme je le disais tout à l'heure, c'est important la connexion entre eux. Et là, dernièrement, on a accueilli une nouvelle membre et j'ai consacré une séance entière pour son accueil et permettre les connexions avec les autres et favoriser les résonances. La création d'une équipe, c'est comme dans le sport, dans les orchestres ou n'importe quelle équipe, il faut du temps pour se connaître et générer un haut niveau de confiance. Et pour créer de l'harmonie, de l'authenticité. Enfin, moi en tout cas, c'est quelque chose qui est très important. L'autre chose sur lequel vous devez aussi être attentif, et ça, moi, c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup, c'est le processus de centrage. Pour que chacun se sente dans un état de présence, d'ouverture, de connexion sans jugement des autres. Alors ensuite, la fréquence, ça c'est variable, ça va dépendre complètement de vous, de votre disponibilité, de ce que vous voulez mettre dans le mastermind, ça dépend. Il y a des gens qui vont faire des demi-journées par semaine, il y en a qui vont se réunir 1 à 2 fois par mois, d'autres ça va être un week-end par trimestre, ça va être en digital, ça va être en présentiel, il n'y a pas de règle. Alors moi, je réunis les membres 1 fois par semaine sur une durée de 3 mois renouvelable et là, nous en arrivons à la saison 2. Le prochain groupe que je vais créer sera probablement un groupe qui sera sur 6 mois ou sur 9 mois. Dans ma pratique aussi, je travaille aussi souvent avec les états émotionnels parce que pour moi, c'est très important que les personnes soient à l'aise avec leurs états émotionnels parce que c'est à l'origine de 3/4 de la performance. En fait. À chaque séance, chaque membre va s'engager sur des objectifs, des actions ou des soutiens jusqu'à la prochaine séance. Donc là aussi, vous devez vous assurer, quand vous choisissez un mastermind, qu'il y a une structure, qu'il y a un suivi, qu'il y a vraiment quelque chose que ce soit concret par rapport à ça. Et pour finir, tous les membres doivent ressentir bénéficiaires d'un mastermind. C'est la signature de réussite. Votre mastermind, s'il est bien construit, qu'il est connecté, qu'il est innovant, tout le monde ressortira bénéficiaire. Voilà, maintenant, vous savez si le mastermind c'est surfait ou pas, vous savez si ça peut vous convenir. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via les liens dans la description. Et puis, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et puis, toi qui veux développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur, on se retrouve la semaine prochaine.